Il y a 50 ans, un bombardier décollait de la base militaire de Wendover aux États-Unis avec la bombe atomique qui allait détruire Hiroshima. Aujourd'hui, cette base aérienne sert parfois de plateau de tournage. C'est ici qu'ont été filmées les scènes les plus spectaculaires d'Independence Day. Roland Emmerich et Dean Devlin, les co-réalisateurs, ont une passion commune pour la science-fiction. On l'avait déjà remarqué dans Stargate. Le thème d'Independence Day est un classique du genre. Une invasion d'extraterrestres provoque une panique générale sur la Terre. Sujet bateau, mais mise en scène impressionnante. Un festival d'effets spéciaux dans lesquels le feu joue le rôle principal. Pour toutes les scènes d'action, on a fait appel aux plus grands allumés d'Hollywood, pyrotechniciens et cascadeurs du feu. Et à l'irremplaçable Dan Bradley pour coordonner les cascades. Bradley est lui-même cascadeur et pyrotechnicien depuis 20 ans. C'est lui qui, en 1995, a réalisé et exécuté cette séquence de 30 secondes pour le clip vidéo du groupe Wax. Des performances de ce genre, Bradley en a déjà réalisé des centaines. Entre autres pour The Midnight Queen ou Lawnmower Man. Pour Prophecy, un thriller réalisé en 1995, Bradley a coordonné des cascades extrêmement complexes avec un final époustouflant. Le plus difficile pour le responsable des cascades est de concrétiser les fantasmes des réalisateurs ou des scénaristes qui sont de plus en plus exigeants. L'important, c'est d'avoir des gens qui sont capables de concevoir une cascade autrement, pour la rendre plus originale. Il faut être créatif avant tout. Comme on n'a jamais un budget illimité, il faut mettre l'accent sur le côté spectaculaire, faire croire qu'il y a 10 fois plus de gens et de moyens qu'il n'y en a en réalité. La disposition des différents éléments est essentielle. Sur le terrain d'aviation, Bradley déplace les caméras, les explosifs, les cascadeurs, comme des pièces sur un échiquier, jusqu'à ce qu'il ait trouvé la bonne combinaison. Comme le joueur d'échecs, il doit bien réfléchir avant chaque mouvement, planifier, tester toutes les opérations de la cascade. Une mauvaise manœuvre et c'est l'échec et mat, sans parler des risques encourus par les cascadeurs. Le type doit être intelligent et capable de garder son sang-froid quand il est la proie des flammes. Si les choses tournent mal, il faut qu'il ait la bonne réaction. Pas question de paniquer. C'est ce qui fait la différence entre un casse-cou et un cascadeur. Un casse-cou n'a pas beaucoup de chances de réussir dans ce boulot. Aujourd'hui, Bradley tourne une séquence assez dangereuse avec une douzaine de cascadeurs, 2 jeeps et une ambulance. Gros risque pour ceux qui tiennent le rôle des soldats et des civils. L'ambulance doit exploser au moment où elle passe à côté d'eux. Comme l'explique Bradley, les portières et le toit de l'ambulance vont exploser violemment. Il faut que les cascadeurs s'arrangent pour éviter de se trouver derrière l'ambulance à ce moment-là. Au volant de l'ambulance, Doug Coleman. Cascadeur à Hollywood depuis 20 ans, il a été la doublure de Robert De Niro dans des films comme Il était une fois le Bronx, Les nerfs à vif et Casino. Doug Coleman veut toujours se faire donner le plus de détails possible sur la cascade qu'il doit exécuter. Peut-être une façon pour lui de ne pas laisser prise à la peur. Je ne dirais pas que j'ai peur. Je crois que tout a été suffisamment préparé pour que la cascade soit confortable. Confortable, c'est-à-dire sans risque. Ce que Coleman prend tout de même soin de vérifier par lui-même.
On est toujours un peu ému, bien sûr. On sent comme une chaleur dans l'estomac, mais j'ai soigneusement préparé ma tenue et je me sens tout à fait en sécurité. Dans ce genre de séquence, je préfère être dans la voiture qu'en dehors comme les autres. Mike Edmondson est un des pyrotechniciens chargés de préparer l'ambulance. Il y aura 3 explosions différentes, en commençant par l'arrière, et l'ambulance continuera à rouler. Pour cette première explosion, on a prévu 8 kilos de poudre qui produiront une boule de feu 2 fois plus grosse que le camion. Un cordeau explosif fera sauter les parois de l'ambulance qui sont en carton. Si Doug Coleman est plutôt serein, sa femme Lisa a peur pour deux, ce qui ne l'empêche pas d'être elle aussi un excellent cascadeur. Pour la deuxième explosion, Edmondson place sous le camion, à l'arrière, un ballot de 5 kg d'explosifs mélangé à une poudre noire. La troisième, ce sera une grosse boule de feu qui fera sauter le capot. Le capot, on l'a attaché avec un câble pour ne pas qu'il aille blesser quelqu'un. La place de Lisa, la place arrière, ne sera pas la moins dangereuse pour une fois. Pendant ce temps, une autre équipe prépare les 2 jeeps qui exploseront au premier plan lorsque l'ambulance achèvera sa course. Les cascadeurs, eux, se mettent en place et revoient une dernière fois la mise en scène avec Bradley. En passant à cet endroit précis, Coleman doit appuyer sur un bouton pour faire sauter la charge explosive placée sous le camion. Chacun doit savoir exactement où se placer pour ne pas risquer d'être blessé. L'ultime répétition terminée, c'est le safety meeting, la réunion avec le personnel chargé de la sécurité. Toute l'équipe de tournage est tenue d'y assister. Après quoi, les réalisateurs prennent les choses en main. Première chose, vérifier que personne n'est blessé et laisser chacun des cascadeurs exprimer ce qu'il a ressenti. C'est psychologiquement très important et Bradley ne brûle jamais cette étape. Ensuite seulement, il visionne les rushs. Le mariage entre l'art de la cascade et celui de la pyrotechnie a atteint des sommets dans la tour infernale. Le plus grand gratte-ciel du monde prend feu le soir même de son inauguration. Réalisé en 1974 par Irwin Allen, c'est un des films catastrophes les plus marquants de sa décennie. Les cascadeurs portaient des costumes en Nomex, une fibre à base de pétrole qui ne brûle pas mais se transforme en cendre à 700 degrés. On n'avait jamais vu au cinéma autant de corps en flammes. Au cours des 20 ans qui ont suivi la sortie de la tour infernale, beaucoup de cascadeurs se sont spécialisés dans ce que l'on appelle dans leur jargon le full body burn, en flammes de la tête aux pieds. Perry Barnt passe pour l'un des plus doués. Il a eu pour maître Jim Burke, la doublure de John Wayne. Et il a fait ses débuts sur Terminator 2 et Waterworld.
Sa première grande cascade, c'était dans Cobra avec Stallone, aux côtés d'un cascadeur renommé Terry Leonard. J'ai fait mes classes avec de grands maîtres, les cascadeurs d'antan, ceux qui ont tout inventé et qui nous ont vraiment ouvert la voie. Aujourd'hui, Perry Barnt est en Floride, sur le tournage d'un film d'aventure, Exit. Dans cette séquence, le feu qui prend sur lui va se propager à tout le nightclub. Il ne s'agit pas d'être un risque-tout. Ce qu'il faut, c'est bien calculer son coût et le réussir sans blesser personne. Là encore, tout est dans la précision. Surtout qu'il tournera la scène sans y voir clair. Il la répète jusqu'à la connaître par cœur. 20 fois, 30 fois, il refait les mêmes gestes pour retenir l'amplitude de ses pas, les mouvements de ses bras, les endroits où il doit toucher tel ou tel objet. Mon boulot, ce n'est pas de faire de l'excès de zèle, c'est d'être précis, d'exécuter exactement ce que dit le script et aussi bien que possible. Je suis payé pour ça. Barnt s'est réservé un coin à lui sur le plateau, où il prépare ses accessoires, son costume, de la colle inflammable et des protections contre le feu. J'étale tout par terre et je fais un contrôle de routine. Par exemple, je vérifie qu'il n'y a pas de trous dans les vêtements, que tout est à l'endroit et qu'il ne manque rien. Les sous-vêtements en Nomex qu'il va porter tremperont pendant 1 heure dans un gel inifugé, une sécurité supplémentaire. Tandis que le reste de l'équipe se prépare, Barnt se rend sur le plateau pour discuter avec le réalisateur, Rick Roman Vaughn. Ils décident ensemble de la chorégraphie de la séquence et de la place des caméras. La difficulté, c'est que chacun des gestes de Barnt est censé déclencher quelque chose. Par exemple, la chaise qu'il jettera au loin devra mettre le feu au bar. Supposons que je trébuche en entrant, je tombe par terre. Si tu vois que je me relève, tu ne viens pas. Si je veux que tu viennes, je baisserai la tête. Tout est en place pour la prise. Le safety meeting peut commencer. Le réalisateur explique encore une fois en détail ce qu'il faut faire en cas de pépin. Et juste à la fin de la scène, qui doit arracher le masque de Barnt et qui doit actionner les extincteurs et à quel moment. Barnt, lui, insiste sur le fait qu'il faudra dégager sa tête d'urgence pour qu'il puisse reprendre son souffle. Chacun des membres de l'équipe doit impérativement savoir exactement ce qu'il a à faire. Il n'est pas question de recommencer la prise. Toute l'équipe de sécurité est prête. Il n'y a plus qu'à attendre que Barnt ait fini de s'habiller. Il portera 2 couches de vêtements en Nomex ayant trempé dans le gel inifugé, 2 collants et 2 t-shirts à manches longues. Le gel, glacé, fait baisser en surface la température du corps. C'est déjà une barrière contre l'excès de chaleur. Sur les mains, plus que des gants, des prothèses en silicone. Quand je serai en flamme, on ne remarquera pas la différence de taille. Des gants normaux, ce ne serait pas suffisant, alors que ceux-là vont accentuer mes gestes, parce qu'ils ont une texture particulière. Ensuite, la capuche, faite de 2 couches de Nomex. Devant ses yeux, 2 verres en Pyrex. La capuche a aussi un trou au niveau de la bouche. On y passe un petit tube par lequel Barnt va respirer jusqu'au moment de tourner. Par-dessus la capuche, il enfile un masque en silicone capable de résister à de très hautes températures. Sans vouloir être trop macabre, je dirais que le feu a presque une personnalité. Le feu, ça dévore, c'est comme un être vivant. Et chaque feu est différent. Même si vous utilisez les mêmes produits, le même matériel et que vous mettez le feu au même genre de décor, aucun feu ne ressemble à un autre. Et c'est ce qui rend ce boulot passionnant.
Donc, pas question de jouer avec le feu en amateur. Même les plus expérimentés des cascadeurs du feu ne travaillent qu'avec à leur côté des professionnels de la sécurité. This will be the point of origin here. Perry will be glued here, okay? You're not to step around him. I'll glue him up. Stay back this way. Barnes est d'abord enduit de colle inflammable. Travail délicat que le réalisateur a minuté à la seconde près et qui se fait juste avant le début de la prise de vue. You'll walk away with the glue bottle. I'll start hot fuel him, come immediately back in. Okay, Scott, everybody, camera ready? I'll put the hot fuel Cette colle est à manier avec d'infinies précautions. Pendant la réunion de sécurité, Rick Walt a expliqué en long et en large à tous ceux qui sont chargés de l'encollage ce qu'ils doivent faire précisément. Walk away with it. I'll step behind this camera here. At that point, we will call roll cameras. Roll 3 cameras. Special effects are ready. I have light. And hit him. You're up, Perry. Bar didn't go? Did the chair make it? Go ahead, Mickey. Watch yourself. Oh, good. I just want to get the medal off. La cascade a été réussie. À un détail près, le bar n'a pas pris feu comme prévu dans le script. Il va falloir faire un raccord. Les 2 séquences une fois montées, voilà le résultat d'une semaine de travail. En 1984, l'Amérique s'enflamme pour Charlie, adapté d'un roman de Stephen King. L'histoire d'un enfant qui a le pouvoir de mettre le feu à tout ce sur quoi il jette son regard. Plusieurs cascadeurs y jouaient le rôle de torches vivantes sous la direction de Glenn Randall. À l'époque, les costumes anti-feu étaient de véritables harnachements, dans lesquels les acteurs ressemblaient à des bibins d'hommes. L'équipe de Charlie a innové en faisant fabriquer des costumes dans un tissu de 6 mm d'épaisseur seulement. Ces costumes ont coûté 1 000 $ pièce, mais ils ont permis au réalisateur de battre un record. Un plan séquence où l'on voit des hommes en feu pendant 98 secondes. Ces vêtements haute protection étaient en durakev, un tissu ininflammable très léger, doublé d'une couche de Nomex. Aujourd'hui, le meilleur fabricant de costumes ininflammables est la maison Deist, en Californie. Jim Deist fabrique depuis 1961 des vêtements inifugés pour les coureurs automobiles. Les combinaisons normales, celles que nous faisons pour les coureurs automobiles, ne seront peut-être jamais touchées par une flamme, alors que celles des cascadeurs sont sûres de passer par l'épreuve du feu. Avec le feu, on n'a pas le droit à l'erreur. Jim Deist a mis au point des tests d'une extrême rigueur. 2 choses ont vraiment évolué dans ce domaine. La durée de résistance du tissu et sa souplesse. Aujourd'hui, Jim Deist travaille principalement pour le cinéma. Il vient de fabriquer un costume pour une scène clé du film Precious Find. Sur une planète apparemment déserte, une expédition de chercheurs d'or fait d'étranges découvertes. Le responsable et l'exécutant des cascades est Jeff Cadiante.
Une fois que je suis là-haut, il faut que ça se fasse en 5 ou 6 minutes. Plus longtemps, c'est pas bon. Jeff Cadiante a grandi dans la cascade. Son père, David, avait été la doublure d'Elvis Presley dans Micmac au Montana. À 30 ans, Jeff a déjà joué avec le feu, dans une cinquantaine de films, entre autres Le Retour de Batman et Bodyguard. Je suis censé porter une bouteille d'oxygène sur mon dos. Elle est touchée par une balle et elle explose. C'est cette explosion qui va mettre le feu à mes vêtements. En fait, la bouteille d'oxygène est un cylindre en plastique qu'on a coupé pour pouvoir y loger 2 ballons de propane et un petit godet de poudre. On fait un premier test pour vérifier que le système fonctionne et que l'explosion aura bien l'intensité voulue. Remember this coming out your back. Right. That shot out this far. Yeah, I don't mind even. I know you probably that's about all the propane you can get in there, right? Yeah. Well, what I'll do, I can go a little smaller and fit more in there. Okay. Looking for something, sukiyaki? La cascade de Jeff a lieu à la fin de la scène où les chercheurs d'or se font attaquer. Par-dessus des sous-vêtements en Nomex, Jeff portera une combinaison également en Nomex. Le feu, c'est ce qu'il y a de pire pour les cascadeurs. C'est le plus dangereux. Ça n'a rien de naturel de mettre le feu à son corps. Enfin, il enfile sa combinaison spatiale, recouverte de 3 couches de Kevlar. Ce cordeau détonateur caché dans la combinaison mettra le feu à la charge explosive installée sur son dos. Pour une fois, Jeff n'aura pas à exécuter sa cascade en apnée. Il respire dans une petite réserve d'oxygène qu'il porte sur lui et qui contient de quoi respirer 5 minutes. Pendant tout le temps des préparatifs, ce système est alimenté par une bouteille d'oxygène externe. Dès que la cascade commence, la petite réserve portable prend le relais. There's going to be a pop here, just there. Thank you. All right, take the ankle. Okay, everybody in position. Let's get set. Be careful of the wire. Walk away. Walk away. Plastic on the boots. Jeff est enduit de la tête aux pieds de colle inflammable. On peut tourner. Okay, I'm hot. Okay. Action. Another one? Let's turn it around. Pop it. Get up, babe. Pop it. Pop it. Get up, Jeff. All right, Jeff. You're fine, bro. You all right? Hey. Oh, but you fucking car. Huh? You all right? Yeah, fine. Aujourd'hui, les normes de sécurité sur les plateaux de tournage sont de plus en plus strictes. La moindre petite bombe est placée sous haute surveillance. À l'âge d'or du cinéma d'Hollywood, on se compliquait moins la vie. Ce genre de séquence était tourné par des cascadeurs amateurs ou parfois par les acteurs eux-mêmes. Dans À l'Ouest, rien de nouveau, Lewis Milestone a fait travailler des centaines de figurants pour tourner de très longues séquences de bataille. Les explosions étaient faites avec du vrai TNT et commandées aussi précisément que possible en fonction du déplacement des figurants.
Les cinéastes attachaient plus d'importance à la qualité de la photographie et du montage qu'aux effets spéciaux. Et malgré l'empirisme de la méthode, jamais un seul acteur n'a été blessé. Si les effets spéciaux sont devenus une technique à part entière, basée sur des méthodes scientifiques, des calculs précis, des mises en scène réglées à la seconde près, la pyrotechnie elle-même utilise à peu près les mêmes matériaux qu'autrefois. La technologie n'a pas tellement changé. On fait sensiblement la même chose aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Nouvelle séquence d'action sur le tournage d'Independence Day. Cette fois, 2 jeeps doivent sauter tandis que 8 hommes s'évadent, avec à l'arrière-plan une série d'explosions. Dan Bradley s'occupe, comme d'habitude, de diriger les cascadeurs et de mettre en place, avec l'équipe pyrotechnique, les charges explosives. Scott gets out here. He's looking back. He's going to go down. Here. He's scrambling. He's going down from this? No, before this. Okay. And that's when you want to hit it. As he goes down. Scott goes down. He never falls. He just keeps running. All right, well, my cue is when he hits the deck, And when he we'll hits let it the go. deck. Right. Mike Edmondson installe à l'arrière de chaque jeep un mortier plein de sable, un cylindre en acier de 2 cm d'épaisseur. Au fond du mortier, il place 2 bombes de poudre noire de 180 grammes chacune. Pour utiliser moins de poudre, on va incliner légèrement les jeeps, comme ça elles se retourneront plus facilement. Le sable donne la force de projeter la jeep en l'air, mais ne risque pas de blesser les cascadeurs quand ils retombent en pluie. La bombe, elle, produira une boule de feu. There we go. 6 autres mortiers sont répartis sur le terrain pour les déflagrations de l'arrière-plan. Les parois des mortiers guideront l'explosif vers le haut pour l'empêcher de détonner au ras du sol. Ainsi, l'explosion sera visible de loin par les caméras. À 100 mètres de là, la deuxième